Le 1er novembre 2002, la famille Le Goff a disparu dans la brume du cimetière de Kergoz, en Bretagne, en pleine nuit de la Toussaint. Pendant 12 longues années, leur sort est resté l'un des mystères les plus angoissants de la région. On les a cherchés partout, on a imaginé les pires scénarios, mais aucun corps, aucune demande de rançon, aucune explication n'a jamais fait surface. Était comme s'ils étaient évaporés au milieu de la foule la plus solennelle de l'année. Jusqu'au jour où une simple boîte à souvenirs, déterrée par hasard au pied d'un vieux mur, a tout changé. Elle contenait une vérité si sombre et si proche, que personne n'aurait jamais pu l'imaginer. Comment est-il possible que la clé d'une telle énigme soit restée cachée si longtemps, à quelques mètres seulement de l'endroit où tout a commencé? Avant de vous raconter comment une petite boîte en bois, trouvée par un jeune fossoyeur, a révélé une conspiration qui a glacé le sang de toute une communauté, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez, et abonnez-vous à la chaîne. Car ce que cette boîte a déclenché n'est pas seulement la résolution d'une affaire classée, mais une chaîne d'événements qui a fait tomber des masques et exposer une noirceur insoupçonnée, cachée derrière la façade respectable d'un petit village breton. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer une seule seconde de ce qui va suivre, car cette histoire nous rappelle que parfois, les monstres ne se cachent pas dans l'ombre, mais vivent juste à côté de nous. La dernière fois que quelqu'un a vu les Le Goff vivants, était ce soir-là, le 1er novembre 2002. Le cimetière de Kergoz était baigné d'une lumière tremblotante, celle des milliers de bougies déposées sur les tombes. Loïc, 40 ans, Hélène, 38 ans, et leur fille Chloé, 8 ans, étaient là, comme des dizaines d'autres familles. Ils venaient de déposer un pot de chrysanthème sur la tombe des grands-parents d'Hélène. Des voisins se souviennent les avoir salués. Ils se rappellent de la petite Chloé, émitouflée dans son manteau, tenant fièrement une petite lanterne qui découpait des formes dans le brouillard automnal. Ils semblaient sereins, paisibles, une famille unie accomplissant un rituel ancestral, un moment de recueillement ordinaire. Personne ne pouvait se douter que étaient là leurs derniers instants de normalité, les dernières images d'une vie sur le point de basculer. Leur disparition fut aussi silencieuse qu'incompréhensible. Vers 20 heures, plusieurs témoins les ont vus discuter à voix basse avec des cousins éloignés, puis se diriger lentement vers la sortie du cimetière. Et puis, plus rien. Dans le flot continu des visiteurs, dans ce balai d'ombre et de lumière, ils se sont littéralement volatilisés. Il n'y a eu aucun cri, aucun signe de lutte, aucun véhicule suspect remarqué. La première réaction des proches, en ne les voyant pas revenir à une réunion de famille plus tard dans la soirée, fut simple. Ils avaient dû rentrer chez eux, fatigués par le froid humide du Finistère. L'inquiétude n'est venue que bien plus tard, insidieuse, lorsque la nuit s'est achevée sans aucune nouvelle, laissant place à une aube glaciale et à une absence assourdissante qui allait durer plus d'une décennie. C'est au petit matin que l'horreur a véritablement commencé à prendre forme. La voiture de la famille était toujours garée devant leur maison en granit, les lumières étaient éteintes, la porte verrouillée. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Le repas du soir était à moitié préparé sur le plan de travail de la cuisine, les cartables de Chloé étaient prêts pour la rentrée des classes. C'est Céline, la sœur d'Hélène, qui a donné l'alerte, le cœur battant d'une angoisse terrible. La nouvelle s'est répandue dans Kergoz, comme une onde de choc. Comment une famille entière pouvait-elle disparaître? Pas dans une grande ville anonyme, mais ici, dans ce village où tout le monde se connaît, où les secrets ont du mal à le rester. La maison silencieuse des Le Goff est rapidement devenue le symbole d'un mystère qui défiait toute logique, et qui allait hanter la communauté pendant des années. Pour comprendre le poids de cette disparition, il faut savoir qui étaient les Le Goff. Loïc N. n'était pas un homme ordinaire. À 40 ans, il était un menuisier ébéniste respecté, un artisan dont les mains pouvaient transformer un simple morceau de bois en une œuvre d'art. Il était connu dans toute la région pour son talent, mais aussi pour son caractère. Était un homme juste, travailleur, mais profondément têtu lorsqu'il s'agissait de défendre ce en quoi il croyait, notamment le patrimoine et les terres de sa Bretagne natale. Hélène était pas du genre à chercher les ennuis, mais il ne reculait jamais face à une injustice. Cette droiture, cette intégrité, était à la fois sa plus grande force, et, sans qu'il le sache, la source d'un danger mortel qui se rapprochait de lui et de sa famille. Hélène, son épouse, était le cœur battant de la famille. Institutrice à Allel, école du village, elle était adorée de ses élèves et de leurs parents. Douce, patiente et passionnée, elle avait le don de transmettre. Son plus grand projet était d'inculquer à sa fille, Chloé, l'amour de leur culture, des légendes celtes qui peuplent les forêts et les côtes du Finistère. Chloé, à 8 ans, était une enfant vive et curieuse, les yeux brillants d'imagination, captivée par les récits de sa mère. Ensemble,
Ils formaient une famille unie, profondément ancrée dans leur communauté, l'incarnation même de la vie paisible et simple, à laquelle beaucoup aspirent. Leur bonheur tranquille rendait leur disparition encore plus violente, plus absurde. Était une famille à qui il ne pouvait rien arriver. Et pourtant, le pire est arrivé. L'enquête initiale menée par la gendarmerie fut un échec cuisant. Dès le départ, les enquêteurs se sont heurtés à un mur. La scène de crime potentiel, le cimetière, avait été piétinée par des centaines de personnes. Il était impossible d'isoler une empreinte, un indice matériel. Les premières 48 heures, si cruciales dans une affaire de disparition, se sont écoulées dans une confusion totale. Les gendarmes ont exploré toutes les pistes. Une fugue volontaire à cause de dettes cachées? Mais les comptes en banque de la famille étaient sains. Un enlèvement contre rançon? Aucune demande n'a jamais été faite. Un drame familial qui aurait mal tourné? Les Le Goff étaient décrits par tous comme un couple solide et aimant. Chaque porte se fermait aussi vite qu'elle s'ouvrait, laissant les enquêteurs et la famille dans un désarroi total. Très vite, le choc à Kergoz a laissé place à un malaise palpable. Au début, il y a eu une immense vague de solidarité. Des battues ont été organisées dans les bois environnants, des veillées de prière, des affiches avec les visages souriants de Loïc, Hélène et Chloé ont été placardées sur toutes les vitrines. Mais les semaines sont devenues des mois, et les mois des années. L'espoir s'est effrité, remplacé par une chape de plomb. Le nom des Le Goff est devenu un sujet tabou, une blessure collective que personne ne savait comment guérir. Dans les rues du village, les regards se faisaient plus méfiants. La question que tout le monde se posait en silence était insupportable. Et si le coupable était l'un d'entre nous? La tranquillité de Kergoz avait été brisée à jamais. Au milieu de ce silence, une seule personne refusait d'abandonner, Céline, la sœur d'Hélène. Pour elle, les 12 années qui ont suivi ont été un véritable enfer. L'absence de corps, l'absence de réponse, c'est ce qu'on appelle la perte ambiguë, une torture psychologique, qui empêche tout deuil. Céline a transformé la maison de sa sœur en sanctuaire, n'osant rien toucher, dans l'attente irrationnelle d'un retour. Elle a consacré sa vie à cette quête de vérité, harcelant les gendarmes, relançant la presse, entretenant seule la mémoire de sa famille. Sa douleur, visible, obstinée, était un reproche permanent pour une communauté qui, inconsciemment, aurait peut-être préféré oublier. Elle était la gardienne d'une flamme qui refusait de s'éteindre, même lorsque tout le monde avait perdu espoir. Les années qui suivirent furent une longue descente dans un brouillard encore plus épais que celui de la Toussaint 2002. L'enquête, si frénétique au début, s'est lentement enlisée dans la routine administrative. Le dossier des Le Goff épaississait de rapports, de procès-verbaux d'auditions sans intérêt, de vérifications qui ne menaient nulle part. Pour les gendarmes, l'affaire est devenue un cold case. Une épine dans le pied, un échec silencieux, rangé dans une armoire métallique. L'absence de preuves matérielles était totale. Sans corps, sans scène de crime, sans mobile apparent, la justice était impuissante. Chaque porte refermée était un clou de plus sur le cercueil de l'espoir. Pour la famille, ce classement officieux était une seconde disparition, l'abandon par ceux qui étaient censés trouver des réponses. Était la confirmation que Loïc, Hélène et Chloé étaient désormais seuls, perdus dans les limbes de la bureaucratie. Les enquêteurs, à court de pistes, ont commencé à se retourner contre la mémoire de la famille elle-même. La théorie d'une fugue volontaire, si absurde au début, a été réexaminée avec une insistance qui a profondément blessé les proches. Les gendarmes ont disséqué la vie du couple, cherchant la moindre fissure, la moindre dette cachée, la moindre liaison secrète. Céline et les parents de Loïc ont été interrogés à plusieurs reprises, leurs paroles scrutées, comme s'ils cachaient une vérité honteuse. Chaque question était une insulte à la mémoire de ceux qu'ils aimaient. Comment imaginer qu'Hélène, si attachée à sa maison et à son école, aurait pu tout abandonner? Comment penser que Loïc aurait pu emmener sa fille loin de tout ce qu'elle connaissait? Cette suspicion a creusé un fossé de méfiance et d'amertume entre la famille et les autorités, un sentiment d'injustice qui ne les quitterait plus. Les médias, d'abord si présents, ont eux aussi fini par se lasser. L'affaire Le Goff a fait les gros titres pendant des mois, suscitant une vague d'émotions nationales. Des émissions spécialisées ont consacré des reportages entiers à ce mystère. Mais, dans le monde de l'information, une énigme sans résolution est une histoire qui ne vend plus. Progressivement, les articles se sont faits plus rares, relégués en page intérieure, puis limités aux tristes anniversaires de la disparition. Céline continuait d'appeler les journalistes, leur envoyant des photos, leur rappelant des détails, dans une tentative désespérée de ne pas être oubliée. Elle se heurtait à une politesse distante, à des promesses vagues.
Pour le reste du monde, sa famille N était plus qu'un fait divers parmi d'autres, une de ces histoires tragiques dont on se souvient vaguement en se disant « Ah oui, cette famille en Bretagne. » On n'a jamais su, n'est-ce pas? Pour Céline, le temps ne s'est écoulé plus de la même manière. Chaque jour était une répétition du précédent, une attente vide. Elle vivait dans l'ombre de leur absence. La maison des Le Goff, dont elle avait récupéré les clés, est devenue son fardeau et son seul lien tangible avec eux. Elle y passait des heures, à épousseter des meubles que plus personne n'utilisait, à aérer des pièces où régnait un silence de mort. Elle ouvrait l'armoire de Chloé, et respirait l'odeur de ses vêtements, caressait ses jouets rangés sur une étagère. Était une forme de torture qu'elle s'infligeait, mais était aussi le seul moyen pour elle de les sentir encore un peu vivants. Refuser de vider la maison, était refuser d'admettre qu'il ne reviendrait jamais. Était maintenir une porte ouverte sur un espoir qui la consumait à petit feu. L'onde de choc de la disparition a ravagé l'ensemble du cercle familial. Les parents de Loïc, des agriculteurs à la retraite, se sont murés dans un chagrin silencieux. Leur santé a décliné à vue d'œil, comme si la force de vivre leur avait été arrachée. Ils sont morts à quelques mois d'intervalle, 5 ans après la disparition, emportant avec eux une partie de l'histoire. Les réunions de famille, autrefois joyeuses et bruyantes, sont devenues des moments de gêne et de tristesse. On évitait de prononcer les prénoms de Loïc, Hélène et Chloé. Mais leur absence était si pesante, qu'elle étouffait toute conversation. Certains cousins, certains amis se sont éloignés, ne sachant pas comment se comporter face à une douleur si immense et si constante. La tragédie avait agi comme un poison, isolant ceux qui souffraient le plus, les enfermant dans une solitude glaciale. Au fil des ans, l'enquête a été polluée par une série de pistes fantaisistes et de témoignages cruels. Des voyants et des médiums contactaient la gendarmerie, ou directement Céline, prétendant avoir des visions, décrivant des lieux macabres qui se révélaient toujours être des impasses. Un jour, un appel anonyme a affirmé que la famille avait refait sa vie en Argentine. Pendant des semaines, les enquêteurs ont travaillé sur cette piste, réveillant chez Céline une lueur d'espoir insensée. Elle s'imaginait sa sœur sous le soleil d'un autre continent, se demandant pourquoi elle n'avait jamais donné de nouvelles. La désillusion fut brutale, la laissant plus anéantie encore. Chaque fausse piste était une nouvelle blessure, un rappel sadique que la vérité restait hors de portée, tandis que des inconnus semblaient prendre un malin plaisir à jouer avec sa souffrance. À Kergoz, la vie a repris son cours, mais quelque chose était brisé. La maison des Le Goff, au volet clos en permanence, est devenue une sorte de monument officieux à la tragédie. Les nouveaux habitants du village connaissaient l'histoire, mais pour eux, était une légende locale, presque un conte effrayant pour enfants. Le souvenir de la famille s'estompait, remplacé par le mythe de leur disparition. Les gens ne parlaient plus de Loïc l'artisan ou d'Hélène l'institutrice, mais des disparus du cimetière. Cette déshumanisation était peut-être un mécanisme de défense pour la communauté, une façon de mettre à distance une peur insoutenable, celle que le mal puisse frapper n'importe qui, n'importe quand, même dans un endroit aussi paisible. Le silence qui entourait leur nom était une forme d'oubli collectif, contre lequel Céline luttait de toutes ses forces. Parfois, dans le silence de la nuit, un souvenir anodin revenait la hanter avec une violence inouïe. La dernière fois qu'elle avait parlé à Hélène au téléphone, 2 jours avant le drame. Elles avaient discuté de choses futiles, du menu du prochain repas de famille, d'un pull que Chloé voulait pour Noël. Hélène avait ri, d'un rire clair et joyeux qui résonnait maintenant dans sa tête comme un écho douloureux. Céline se repassait cette conversation en boucle, cherchant un signe, un mot, une intonation qui aurait pu laisser présager le danger. N'y avait-il rien eu? Aucune inquiétude dans la voix de sa sœur? Cette conversation banale était devenue une source de culpabilité infinie. Et si elle avait posé plus de questions? Et si elle les avait invités ce soir-là? Et si étaient des poignards qui la transperçaient chaque jour. Les anniversaires de la disparition étaient les pires moments. La première année, une marche blanche avait rassemblé tout le village. La 5e, il ne restait plus qu'une poignée de proches et de curieux. Pour le 10e anniversaire, en 2012, Céline s'est retrouvée presque seule devant le portail du cimetière, un bouquet de fleurs à la main. La presse locale a envoyé un jeune stagiaire qui a pris une photo et posé quelques questions convenues. L'affaire était devenue une archive. Les gendarmes qui avaient mené l'enquête initiale étaient partis à la retraite ou avaient été mutés. Pour la nouvelle génération, le dossier Le Goff N était qu'une vieille affaire non résolue, un nom sur une chemise en carton jauni. L'oubli semblait avoir gagné la partie. Le combat de Céline paraissait vain, une bataille solitaire contre le temps et l'indifférence. Nous sommes maintenant en octobre 2014. 12 ans se sont écoulés.
12 années de silence, de questions sans réponse, de chagrin qui ne s'apaise pas. L'espoir, même pour une combattante comme Céline, s'est transformé en une résignation lasse. Elle continue ses rituels, mais le feu qui l'animait a presque disparu, laissant place à une fatigue immense. Kergoz a pansé ses plaies, ou du moins les a recouvertes d'une fine couche de normalité. Le cimetière, chaque Toussaint, se remplit à nouveau de familles, de bougies et de chrysanthèmes. La vie a continué comme elle le fait toujours. Tout semble figé, immuable. Personne ne se doute que sous la terre même de ce lieu de mémoire, à quelques mètres des tombes fleuries, une vérité monstrueuse attend patiemment son heure, prête à être déterrée par le plus grand des hasards. Le tournant de cette histoire, le moment où 12 années de silence se sont brisées, n'est pas venu d'une enquête policière relancée, mais du geste anodin d'un jeune homme de 20 ans. En cet après-midi d'octobre 2014, Julien, le nouveau fossoyeur du village, avait pour tâche de défricher une parcelle abandonnée du cimetière de Kergoz, le long d'un vieux mur de pierre envahi par le lierre. Son travail était mécanique, presque méditatif, jusqu'à ce que sa pelle heurte quelque chose de dur avec un bruit mat et sourd. Ce N était pas une pierre. Curieux, il a creusé avec ses mains, dégageant la terre humide et les racines. Ce qu'il a exhumé n'était pas un ossement, mais une petite boîte en bois, noircie par l'humidité, fermée par un fermoir rouillé. Elle n'avait rien à faire là, enterrée si loin des concessions funéraires. Poussé par une intuition inexplicable, Julien a forcé la serrure avec la pointe de sa pelle, le couvercle a cédé dans un craquement sinistre. À l'intérieur, sur un lit de tissu décoloré, reposaient 3 objets. Une photographie, aux couleurs passées par le temps, montrant un homme, une femme et une petite fille souriant. Julien a immédiatement reconnu les visages des Le Goff, ces fantômes dont les portraits étaient encore affichés dans certains commerces. À côté de la photo, une mèche de cheveux blonds, fins comme de la soie, était nouée par un ruban bleu délavé. C'étaient les cheveux d'un enfant. Le cœur de Julien s'est mis à battre à tout rompre. Ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas une simple boîte à souvenirs. Était une relique, un message venu d'outre-tombe, qui venait de lui glacer le sang. Machinalement, il a retourné la photographie. Son souffle s'est coupé. Au dos du cliché, une phrase avait été écrite d'une main tremblante, l'encre ayant légèrement bavé. Quelques mots, mais d'une cruauté infinie. Il voulait protéger cette terre. Maintenant, ils la nourrissent. La signification était immédiate, brutale et sans équivoque. Ce N était plus une affaire de disparition. Était la confirmation d'un meurtre. Un meurtre avec un mobile. Une raison. La terre. Ces mots transformaient le mystère en une déclaration de guerre. Une vengeance froide et calculée. Les théories de la fugue, de l'accident, du drame familial, tout s'effondrait face à cette confession macabre. 12 ans de questions venaient de trouver une réponse terrifiante, qui en soulevait 1000 autres, encore plus sombres. Julien est resté là, pétrifié, la boîte dans ses mains tremblantes. Que faire? La procédure normale aurait été d'appeler immédiatement la gendarmerie. Mais à Kergoz, la confiance dans les autorités était érodée avec le temps. L'enquête bâclée, les pistes ignorées, le sentiment d'abandon ressenti par la famille, tout cela lui est revenu en mémoire. Il avait grandi avec cette histoire, avec le sentiment partagé par beaucoup que la vérité n'avait pas été cherchée au bon endroit, ou pire, qu'on n'avait pas voulu la trouver. Confier cette découverte à la même institution qui avait classé l'affaire lui semblait être une trahison. Cette boîte n'était pas une simple pièce à conviction. Était une bombe qui pouvait faire exploser la paix apparente du village, et il sentait qu'il n'avait pas le droit de se tromper. Sa décision fut prise en quelques secondes. Il n'y avait qu'une seule personne à qui cette vérité appartenait en premier lieu. Céline. La sœur d'Hélène, la femme qui avait porté seule le fardeau de l'espoir et du deuil impossible pendant toutes ces années. Tout le monde connaissait sa silhouette, son visage marqué par une tristesse qui ne la quittait jamais. Julien a refermé la boîte, l'a glissée sous sa veste, et a quitté le cimetière, marchant d'un pas rapide vers la maison de Céline, qui se trouvait à quelques rues de là. Chaque pas était lourd, chaque regard croisé dans le village lui paraissait suspicieux. Il avait l'impression de porter le plus lourd secret de Kergoz contre sa poitrine, un secret qui avait le pouvoir de détruire des vies, ou, enfin, d'apporter une forme de justice. Quand Céline a ouvert la porte, elle a vu ce jeune homme au visage pâle, qu'elle ne connaissait que de vue. Sans un mot, Julien lui a tendu la boîte. Elle l'a prise, intriguée, puis l'a ouverte. Le choc fut si violent qu'elle a dû s'appuyer contre le chambranle de la porte pour ne pas tomber. Voir le visage souriant de sa sœur, de son beau-frère et de sa nièce sur cette photo sortie de terre, était une vision insoutenable.
C'était un contact physique avec eux, le premier en 12 ans. Ses doigts ont caressé le cliché jauni, puis la mèche de cheveux de Chloé, et des larmes qu'elle croyait taries ont commencé à couler sur ses joues. C'est était un mélange de douleur pure et d'un soulagement atroce. Ils étaient là. Ils n'avaient pas disparu. On les lui avait pris. Puis Julien, la voix brisée, lui a demandé de retourner la photo. Elle l'a fait, et ses yeux ont parcouru la phrase. Il voulait protéger cette terre. Maintenant, ils la nourrissent. La tristesse s'est instantanément muée en une colère froide, une rage blanche qui a fait cesser ses tremblements. Ces mots ont fait écho à un souvenir lointain, une conversation avec Loïc, quelques semaines avant sa disparition. Il était furieux, parlant d'un projet immobilier, de menaces à peine voilées, de terres agricoles qu'un promoteur voulait s'approprier par tous les moyens. Athlète ou ici l'époque, elle n'y avait pas prêté plus d'attention, les gendarmes non plus. Mais aujourd'hui, cette vieille dispute prenait une dimension monstrueuse. Le vague pressentiment était devenu une certitude. L'enquête venait de renaître, non pas dans un bureau de gendarmerie, mais dans le cœur d'une femme à qui on venait de rendre une raison de se battre. Leur premier réflexe n'a pas été d'aller à la gendarmerie. 12 ans de mépris, de pistes ignorées et de suspicions avaient brisé toute confiance. Céline savait que cette boîte, cette preuve fragile mais accablante, serait probablement perdue ou minimisée par les mêmes personnes qui avaient classé l'affaire. Avec Julien à ses côtés, la décision fut prise de contourner les voies officielles. Ils ont contacté Ronan Le Gall, un journaliste d'investigation d'un quotidien régional, un homme réputé pour sa ténacité et son indépendance. Le Gall, qui avait couvert l'affaire à ses débuts, a immédiatement compris qu'il tenait là bien plus qu'un simple fait divers réchauffé. Il a écouté Céline, examiné la boîte avec un respect presque religieux, et a senti cette décharge d'adrénaline que seuls les journalistes connaissent face à une injustice, sur le point d'être exposée. La bataille ne se jouerait pas dans un tribunal, du moins pas encore, mais dans les colonnes de son journal. Ronan Le Gall, n'était pas un débutant. Il savait que le message sur la photo était la clé de tout. Protéger cette terre. Ces mots n'étaient pas une métaphore poétique, mais une indication littérale. Il a passé des jours entiers à plonger dans les archives municipales et départementales, épluchant les registres fonciers, les permis de construire et les procès-verbaux des conseils municipaux de la période 1999 à 2002. Il cherchait une anomalie, un conflit, un projet qui aurait pu susciter une forte opposition locale. Au début, il n'a trouvé que des transactions mineures, des querelles de voisinage classiques. Mais sa persévérance a payé. Il a fini par dénicher la mention d'un projet d'envergure, rapidement abandonné après 2002, un projet dont le nom seul sonnait comme une promesse empoisonnée. Kérgose Horizon. Et derrière ce nom se cachait un homme dont l'influence étendait sur toute la région. Le projet Kérgose Horizon prévoyait la construction d'un immense complexe commercial et logistique sur des dizaines d'hectares de terres agricoles, juste à la sortie du village. Le promoteur était un certain Bernard Lambert, un homme d'affaires local qui, était bâti une réputation de bienfaiteur, finançant le club de football et les fêtes de village. Mais derrière cette façade se cachait un prédateur impitoyable. Ronan a découvert que Lambert rachetait les parcelles une par une, utilisant des tactiques de pression et d'intimidation pour convaincre les agriculteurs de vendre à bas prix. Plusieurs de ces terrains appartenaient à des familles depuis des générations, y compris une parcelle héritée par Loïc Le Goff. Le puzzle commençait à s'assembler de manière effroyable. La terre n'était pas un symbole. Était un champ de bataille économique, et Loïc était en première ligne. En creusant davantage, le journaliste a mis au jour une vérité encore plus dérangeante. Loïc n'était pas qu'un simple opposant parmi d'autres. Son talent d'artisan s'accompagnait d'un sens aigu de la justice. Dans les mois précédant sa disparition, il était devenu le leader de la résistance contre Bernard Lambert. Il avait utilisé ses compétences et son charisme pour fédérer les petits propriétaires récalcitrants, organisant des réunions secrètes, montant un dossier juridique solide pour dénoncer les méthodes frauduleuses du promoteur. Il était sur le point de déposer un recours collectif qui aurait pu non seulement stopper le projet Kérgose Horizon, mais aussi exposer publiquement les pratiques illégales de Lambert. Loïc n'était pas une victime collatérale. Il était la cible principale. On l'avait fait taire, parce qu'il était sur le point de faire tomber un empire. Cette révélation a poussé Ronan à réexaminer le dossier de l'enquête initiale. Avec l'aide d'une source au sein de la gendarmerie, il a obtenu une copie des premiers procès-verbaux. Ce qu'il y a lu lui a glacé le sang. Plusieurs témoins, dont Céline elle-même, avaient mentionné ce conflit foncier au début de l'enquête. Mais la piste avait été classée sans suite en moins de 48 heures, par le commandant de gendarmerie de l'Aisne, époque,
un certain Dubois, qui avait conclu à une simple querelle de voisinage sans lien avec la disparition. Une conclusion d'une légèreté criminelle. Ronan a alors découvert que le commandant Dubois avait pris sa retraite anticipée 6 mois après la disparition des Le Goff, et qu'il vivait désormais dans une luxueuse villa sur la côte, bien au-dessus des moyens d'un simple gendarme. La complicité N était plus une hypothèse, C était une quasi-certitude. Armés de ces nouvelles informations, Céline et Ronan ont décidé de retrouver les autres membres de l'association que Loïc avait créée. Beaucoup avaient déménagé, d'autres refusaient de parler, la peur étant encore palpable 12 ans plus tard. Mais ils ont fini par trouver un vieil agriculteur, Yves, qui avait été le plus proche allié de Loïc dans ce combat. En voyant Céline, le vieil homme a fondu en larmes. Il vivait avec un poids sur la conscience depuis toutes ces années. Il a raconté l'escalade des menaces, les appels anonymes en pleine nuit, les pneus de tracteurs crevés, les rumeurs malveillantes répandues dans le village pour isoler les opposants. La pression était devenue insupportable, mais Loïc, têtu et courageux, refusait de plier. Il croyait en la justice et pensait que la loi les protégerait. Le témoignage d'Yves a atteint son paroxysme lorsqu'il a décrit la dernière réunion qu'il avait eue avec Loïc, une semaine avant la Toussaint. Ils étaient retrouvés dans une grange, à l'abri des oreilles indiscrètes. Loïc lui avait confié avoir été approché par le bras droit de Lambert, un homme de main connu pour sa brutalité. L'homme lui avait fait une dernière offre, assortie d'un avertissement qui résonnait désormais comme une sentence de mort. Il lui avait dit : « C'est ta dernière chance, Le Goff. Soit tu prends l'argent et tu te tais, soit on s'assurera que ni toi, ni ta jolie petite famille, ne puissiez plus jamais vous mettre en travers de notre chemin. » Yves avait supplié son ami d'abandonner, mais Loïc avait secoué la tête, disant qu'il ne pouvait pas laisser ces gens détruire leur héritage. Était la dernière fois qu'il le voyait vivant. L'article de Ronan Le Gall a fait l'effet d'une bombe. Publié en une du journal régional, avec une photo de la petite boîte en bois et le titre « Le secret enterré des Le Goff », il a secoué Kergos jusqu'à ses fondations. Pour la première fois en 12 ans, des noms étaient cités. Bernard Lambert, le projet Kergos Horizon, l'ancien commandant de gendarmerie du Bois. Le silence prudent qui avait régné pendant plus d'une décennie s'est brisé en 1000 morceaux. Dans les cafés, au marché, on ne parlait que de ça. La peur avait changé de camp. Les regards ne se posaient plus sur Céline avec pitié, mais sur Lambert et ses proches, avec une méfiance glaciale. L'enquête journalistique avait accompli ce que la justice n'avait jamais fait. Elle avait désigné des coupables, et forcé toute une communauté à regarder la vérité en face. La pression est devenue insoutenable pour le maillon faible de la conspiration. Hervé Duval, l'ancien bras droit de Lambert, l'homme de main qui avait transmis les menaces à Loïc. Son nom, cité dans l'article comme le dernier à avoir négocié avec la victime, était sur toutes les lèvres. Il se sentait traqué, abandonné par Lambert qui, depuis sa luxueuse demeure, niait tout en bloc. Hervé voyait des accusations dans chaque regard, entendait des murmures à chaque coin de rue. Il ne dormait plus. Le visage de la petite Chloé le hantait, une image qu'il avait réussi à enfouir sous des années d'alcool et de déni. Il a compris que Lambert le laisserait tomber, qu'il serait le fusible parfait, le seul à payer pour un crime collectif. La culpabilité, mêlée à une terreur panique, a commencé à ronger les derniers vestiges de sa loyauté. 2 jours après la parution de l'article, au milieu de la nuit, le téléphone de Ronan Le Gall a sonné. Au bout du fil, une voix d'homme, brisée, méconnaissable. « C'est Duval. Il faut que je vous parle, pas aux flics, à vous. » Le rendez-vous fut fixé dans une chapelle abandonnée à quelques kilomètres de Kergos, un lieu où personne ne penserait aller chercher. Hervé Duval était là, l'ombre de lui-même. Un homme usé, vieilli de 20 ans, les yeux cernés par des nuits sans sommeil. Assis sur un banc de pierre froid, il a commencé à parler, et les mots qui sont sortis de sa bouche étaient un torrent de boue, un poison qu'il avait gardé en lui pendant 12 longues années. Ce haine n'était pas une demande de pardon, mais le besoin viscéral de ne pas sombrer seul, d'entraîner avec lui ceux qu'il avait entraînés dans l'horreur. Le récit d'Hervé a ramené Ronan et Céline, qu'il avait insisté pour faire venir, à cette nuit du 1er novembre 2002. Le piège était simple, un rendez-vous soi-disant de la dernière chance, dans une partie isolée du cimetière, loin des regards. Lambert, accompagné de Duval et d'un autre homme de main, voulait raisonner Loïc une dernière fois. Mais leur plan a déraillé dès le début. Hélène et Chloé étaient là. Elles n'avaient pas voulu laisser Loïc y aller seul, sentant peut-être le danger sans pouvoir le nommer. Leur présence a changé la donne. Ce qui devait être une intimidation musclée, une démonstration de force pour le faire plier,
s'est transformée en une situation incontrôlable. Pour les tueurs, c'est qui était un imprévu fatal, car il n'y avait plus un seul homme à faire taire, mais une famille entière. La discussion a rapidement tourné à l'affrontement. Loïc, droit dans ses bottes, a refusé de céder. Il a menacé de tout révéler, de rendre public le dossier qu'il avait monté. C'est là que Bernard Lambert a perdu tout contrôle. Dans un accès de rage, il a frappé Loïc avec une violence inouïe. Hélène s'est interposée en hurlant, et le deuxième homme de main l'a maîtrisé brutalement. La petite Chloé, pétrifiée, a commencé à crier. Dans la panique et la fureur, l'irréparable a été commis. Ils les ont tués. Tous les trois. Pour faire taire le père, puis la mère qui était témoin, et enfin l'enfant, dont les cris auraient pu alerter n'importe qui. Ce haine n'était pas un meurtre prémédité dans ses détails, mais l'aboutissement logique d'une escalade de violence et d'impunité. Une fin barbare pour une famille qui voulait juste protéger sa terre. La suite fut une opération de dissimulation froide et méthodique. Pendant que Lambert appelait le commandant Dubois, pour lui ordonner de boucler la zone, et d'étouffer toute piste sérieuse, Hervé et l'autre complice ont transporté les corps dans leur fourgonnette. Ils les ont emmenés sur l'un des terrains fraîchement acquis, là où les travaux de terrassement pour un futur entrepôt devaient commencer. Une pelleteuse était déjà sur place. Au cœur de la nuit, ils ont creusé une fosse profonde, bien plus profonde que nécessaire, et y ont déposé les corps de Loïc, Hélène et Chloé. Ils les ont recouverts de terre, puis de gravats. Quelques semaines plus tard, une dalle de béton a été coulée, et l'entrepôt a été construit par-dessus, scellant leur tombe pour toujours. La terre qu'ils avaient voulu protéger était littéralement devenue leur sépulture. Enfin, Hervé a parlé de la boîte. L'idée ne venait pas de lui, mais de l'autre complice, le plus jeune, un homme que la mort de Chloé avait brisé psychologiquement. Des années plus tard, rongé par le remords, il avait confectionné cette boîte à souvenirs, y plaçant une photo de famille récupérée lors du saccage de la maison pour simuler une fugue, et une mèche de cheveux qu'il avait coupée sur le corps de la petite fille cette nuit-là, dans un geste de folie ou de pitié. Il l'avait enterrée dans le cimetière, près de l'endroit du drame, comme une bouteille à la mer, un message codé pour l'avenir. Était sa confession silencieuse, un acte désespéré, pour que la vérité, un jour, puisse peut-être refaire surface. Était ce geste, né de la culpabilité d'un seul homme, qui avait finalement permis de rendre justice à 3 innocents. Le silence qui suivit la confession d'Hervé Duval dans la chapelle glaciale, était plus lourd que 12 années d'attente. Pour Céline, ce haine n'était pas un soulagement, mais la confirmation d'une horreur qu'elle avait refusé d'imaginer dans ses pires cauchemars. La vérité, enfin révélée, était un poison et un antidote à la fois. Elle ne pleurait plus, une sorte de calme étrange, presque effrayant, était emparé d'elle. Ronan Le Gall, le journaliste, comprit que son rôle venait de basculer. Il était plus seulement un enquêteur, mais le garant d'une justice qui ne pouvait plus être bafouée. Il sortit son téléphone et, ignorant délibérément la gendarmerie locale, composa le numéro direct du procureur de la République à Quimper. Il expliqua la situation d'une voix neutre, mais chaque mot qu'il prononçait était une charge de dynamite prête à faire exploser la fausse tranquillité du Finistère. L'opération fut déclenchée à l'aube, avec une discrétion et une efficacité qui contrastaient violemment avec l'inertie des 12 dernières années. Bernard Lambert fut arrêté dans sa somptueuse villa en bord de mer, cueilli au saut du lit, son visage passant de l'incrédulité à une fureur contenue lorsque les menottes se refermèrent sur ses poignets. L'ancien commandant Dubois, lui, fut interpellé alors qu'il s'apprêtait à partir pour sa partie de golf matinale, son air de retraité respectable s'effondrant pour révéler un homme traqué. Le dernier complice, qui vivait une vie anonyme dans une autre région, fut arrêté simultanément. À Kergoz, la nouvelle se répandit plus vite qu'un feu de paille. Les mêmes personnes qui saluaient Lambert comme un bienfaiteur, le regardaient maintenant avec un mélange de peur et de dégoût. La conspiration du silence venait de voler en éclats. Étape suivante fut la plus douloureuse, mais la plus nécessaire. Sur la base des indications précises d'Hervé Duval, les enquêteurs ont investi le complexe commercial Kergoz Horizon. Un marteau-piqueur a brisé la dalle de béton de l'entrepôt numéro 3, sous le regard de dizaines de journalistes tenus à distance. Céline était là, debout, immobile, refusant de s'asseoir, les yeux fixés sur ce trou béant dans le sol. Quand les experts de la police scientifique, après des heures de travail méticuleux, ont finalement exhumé les premiers restes, elle n'a pas crié. Elle a simplement fermé les yeux, et une seule larme a tracé un sillon sur sa joue. Était la fin de l'attente. Ce était plus une absence,
mais une présence retrouvée, aussi macabre soit-elle. Loïc, Hélène et la petite Chloé rentraient enfin à la maison. Le procès qui s'ensuivit fut un événement médiatique national, mais pour Kergoz, était une thérapie collective. À la barre, Hervé Duval a tout raconté, sans omettre le moindre détail sordide, son témoignage étant le pilier de l'accusation. Bernard Lambert a nié jusqu'au bout, arrogant, méprisant, mais les preuves matérielles et les transactions financières suspectes, avec l'ancien commandant Dubois, ont scellé son sort. Le verdict est tombé comme un coup près, mettant un point final à l'affaire Le Goff. Réclusion criminelle à perpétuité pour Lambert et son autre homme de main. Une peine réduite à 15 ans pour Duval, en raison de sa confession, et 5 ans de prison ferme pour Dubois, pour obstruction à la justice et corruption. La justice des hommes avait été rendue. Elle ne ramènerait personne, mais elle permettait enfin au deuil de commencer. Pour Céline, la vie ne pouvait plus jamais être la même. Après le procès, elle a vendu la maison de sa sœur, ce sanctuaire de douleur, et a utilisé l'argent pour créer une fondation. Elle l'a baptisée Terre et Mémoire, en l'honneur du combat de Loïc et du sacrifice de sa famille. Cette fondation offre aujourd'hui une aide juridique et un soutien aux petits propriétaires et aux agriculteurs de toute la Bretagne, qui luttent contre des projets immobiliers prédateurs. La tragédie personnelle de Céline est devenue une cause publique. Elle a transformé sa douleur en une force, s'assurant que le nom des Le Goff ne soit pas seulement associé à un crime horrible, mais aussi à un héritage de courage, de résistance et de justice. C'est ce qui était sa façon de continuer à faire vivre sa sœur, son beau-frère, et sa nièce. Quelques mois plus tard, une cérémonie a eu lieu au cimetière de Kergoz. Loïc, Hélène et Chloé ont été inhumés dans le caveau familial, à quelques mètres de l'endroit où ils avaient été vus pour la dernière fois. Le village entier était présent, cette fois non pas dans la peur, mais dans le recueillement et le respect. Une simple stèle de granit a été érigée, portant leurs 3 noms et une phrase gravée. La terre qu'ils aimaient ne les a jamais oubliés. Kergoz n'a jamais retrouvé son innocence perdue, mais elle a gagné une conscience. L'histoire de la famille Le Goff est devenue une légende locale, un rappel permanent que les monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre, et que la vérité, même enterrée sous des tonnes de béton et de mensonges, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Si vous croyez qu'aucune victime ne doit être oubliée et que la quête de la vérité est fondamentale, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur des affaires qui doivent être racontées. Merci de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, la Fondation Terre et Mémoire est devenue le véritable héritage de la famille Le Goff. Céline a transformé le combat solitaire de son beau-frère en une mission collective. Elle n'est plus la femme brisée qui attendait un retour impossible, mais une militante acharnée, dont la voix porte celle de toutes les familles qui se sentent impuissantes face à la cupidité et à la corruption. La Fondation ne se contente pas d'offrir une aide juridique. Elle organise des ateliers, sensibilise les jeunes générations à la protection du patrimoine, et rappelle inlassablement que derrière chaque parcelle de terre, il y a une histoire humaine, une mémoire à préserver. C'est une justice qui va au-delà des tribunaux, une justice préventive, pour que le sacrifice de Loïc, Hélène et Chloé ne soit jamais vain, et qu'aucune autre famille n'ait à payer un tel prix, pour défendre ce qui est juste. Kergoz, de son côté, ne sera plus jamais la même. La cicatrice laissée par l'affaire Le Goff est profonde, indélébile. L'innocence de la petite communauté s'est envolée, remplacée par une conscience plus sombre de la nature humaine. Le nom de Bernard Lambert est devenu synonyme du mal, qui se cache derrière une façade de respectabilité, un rappel constant que les monstres ne portent pas toujours de masque. Mais cette tragédie a aussi resserré les liens d'une manière inattendue. Les gens se parlent plus, sont plus attentifs les uns aux autres. Le silence qui avait permis au crime de rester impuni pendant si longtemps a été remplacé par une volonté de vigilance. Le village a appris à ses dépens que la paix sociale ne vaut rien si elle est bâtie sur la peur et le mensonge. La vérité a été une épreuve, mais elle a aussi été une libération. Le cimetière de Kergoz a retrouvé sa quiétude, mais elle est différente. Ce n'est plus un lieu hanté par un mystère, mais un lieu de mémoire apaisée. Sur la nouvelle stèle en granit de la famille Le Goff, elle, épitaphe, choisie par Céline, résonne avec une force particulière. La terre qu'ils aimaient ne les a jamais oubliés. Chaque 1er novembre, des dizaines de villageois viennent y déposer non seulement des chrysanthèmes, mais aussi des galets peints par les enfants de l'Al, école où Hélène enseignait. C'est un rituel nouveau, né de la tragédie, une façon de dire que le souvenir de la famille est désormais tissé dans l'identité même de Kergoz. La petite lanterne de Chloé s'est éteinte cette nuit de 2002, mais des centaines de petites lumières viennent aujourd'hui veiller sur leur repos éternel, comme une promesse que l'obscurité ne gagnera plus. Au-delà de ce petit village breton,
L'histoire de la famille Le Goff est un avertissement universel. Elle nous rappelle que la lutte pour la justice est souvent un chemin long et solitaire, et que la persévérance d'une seule personne peut parfois changer le cours de l'histoire. Elle nous montre la puissance corrosive des secrets, et la fragilité de la vérité face aux puissants. Mais elle nous enseigne surtout que l'oubli est le second crime, celui qui achève les victimes une seconde fois. L'histoire de Loïc, Hélène et Chloé n'est pas seulement un fait divers tragique. C'est un symbole de la résistance ordinaire, du courage de ceux qui refusent de se taire face à l'injustice, même quand tout semble perdu. C'est une histoire qui nous oblige à regarder nos propres communautés et à nous demander quels secrets dorment sous nos pieds. Si vous croyez qu'aucune victime ne doit être oubliée et que la quête de la vérité est fondamentale, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Ce n'est pas seulement pour honorer la mémoire de la famille Le Goff, mais pour soutenir tous ceux qui, comme Céline, se battent chaque jour dans l'ombre pour que justice soit faite. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur des affaires qui doivent être racontées, car chaque histoire partagée est une petite victoire contre l'indifférence et l'oubli. Merci de nous avoir écoutés.